Bonjour et bienvenue à tous. C'est la dernière session consacrée aux résultats des réalisations phares du troisième plan régional santé-environnement de la Nouvelle-Aquitaine. Et ce dernier rendez-vous est consacré aux actions qui visent à favoriser la consommation d'eau et d'aliments sains et durables, et comme chacun sait, essentiels à la santé. Ce webinaire se déroule dans le cadre de la première édition de la Semaine régionale santé-environnement organisée par la préfecture de région Viala-Dréal, l'Agence régionale de santé et la région Nouvelle-Aquitaine, qui sont donc les trois pilotes en charge de la mise en œuvre du plan régional santé-environnement. Aujourd'hui encore, des témoignages d'actions concrètes vont vous être présentés. Il vous sera possible via le chat de questionner nos intervenants à l'issue de chacune de leurs présentations. Alors merci de bien inscrire vos noms et structures pour que l'on sache qui s'exprime. Et puis Sabine Autreux et Chantal Renaud seront en charge de les synthétiser. Les supports de présentation et les replays seront disponibles dès la semaine prochaine sur le site PRSE Nouvelle-Aquitaine. Pour les personnes qui ne s'expriment pas, merci de bien vouloir couper micros et caméras. Merci. Et puis en introduction à cet ultime rendez-vous de la semaine, Madame la préfète de la Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Bussiot, après un mot d'accueil, nous ouvre une première fenêtre sur le PNSE 4 et sa future déclinaison régionale. Nous voici arrivés au terme d'une semaine consacrée au plan régional santé-environnement de la Nouvelle-Aquitaine et je tiens à vous remercier pour votre participation à ces échanges. L'analyse des présentations ne sera réalisée que dans quelques temps, mais les sujets abordés et les débats auront permis de mettre en avant l'extraordinaire de notre région dans le domaine de la santé-environnement, s'appuyant sur tout le territoire et sur les centaines d'acteurs qui s'engagent au quotidien. Cet après-midi sera consacré à l'alimentation et à l'eau. Quoi de plus naturel que de se préoccuper de cette ressource précieuse dans une région dont le nom signifie « terre d'eau ». La question de la ressource en eau est vaste et multiple. De la nécessité de raisonner nos prélèvements jusqu'à la nécessité absolue, au travers de toutes nos activités, de limiter les pollutions, qu'elles soient diffuses ou accidentelles, il y a là un enjeu commun qui doit nous réunir. Bien entendu, vivre uniquement avec une eau pure ne suffit pas. La question de l'alimentation, saine et durable, a toute sa place dans nos débats. L'an prochain s'ouvrira donc une nouvelle page avec la déclinaison régionale du plan national santé-environnement. Depuis 2004, la France mène une politique ambitieuse visant à réduire les impacts de l'environnement sur la santé et en Europe, la France fait partie des États les plus engagés avec 3 plans nationaux successifs. Ce 4e plan ambitionne de mieux comprendre les risques auxquels chacun s'expose afin de mieux se protéger et protéger son environnement. Il doit permettre à tous, citoyens, consommateurs, élus, professionnels, chercheurs, d'agir. Pour ce faire, le plan national resserre volontairement ses orientations autour de 4 axes prioritaires pour gagner notamment en lisibilité. S'informer, se former et informer sur l'état de notre environnement et les bons gestes à adopter pour notre santé et celle des écosystèmes, réduire les expositions environnementales affectant la santé humaine et celle des écosystèmes sur l'ensemble du territoire, démultiplier les actions concrètes menées par les collectivités dans les territoires, mieux connaître enfin les expositions et les effets de l'environnement sur la santé des populations et sur les écosystèmes. Les actions portées dans le cadre du plan régional qui s'achève s'inscrivent déjà dans cette volonté d'améliorer les connaissances, d'informer et de transmettre. Elles montrent surtout un citoyen au cœur de nos préoccupations. Le futur plan régional santé-environnement sera une continuité de notre engagement collectif afin de permettre à chacun d'être acteur de son environnement et de sa santé. Ce nouveau plan régional comportera un nombre plus limité d'actions, conformément au plan national. Il sera élaboré avec une volonté de continuité dans un cadre de concertation large et de co-construction en lien étroit avec les services, les différents acteurs locaux et notamment les collectivités locales. Pour autant, au-delà de cette démarche systémique avec en son centre le citoyen, d'autres actions et d'autres plans pourront bien entendu compléter le dispositif. Les défis qui sont devant nous sont immenses, mais je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre vous. Merci de votre attention. Et merci à vous, Madame la Préfète. Nous débutons tout de suite par un bilan synthétique des actions du PRSE
sur la consommation d'une eau et d'une alimentation saine et durable. Alors, pour les enjeux liés à l'eau, Marie-Laure Guillemot, bonjour. Vous êtes responsable du pôle santé-environnement à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Vous allez nous présenter donc les données recueillies par le baromètre santé-environnement qui a d'ailleurs servi de base à la construction du PRSE et qui nous dit que 50% des habitants de la Nouvelle-Aquitaine, vous le voyez s'afficher, n'ont pas une totale confiance dans la qualité de l'eau du robinet. Alors, il faut remettre ces chiffres dans le contexte, c'était en 2015, ils datent de 2015. On peut penser d'ailleurs, Marie-Laure, que ces chiffres ont évolué depuis, et préciser aussi qu'en 2022, une nouvelle enquête permettra donc de mettre à jour ces informations. Marie-Laure. Tout à fait. Bonjour à tous. En effet, c'est vrai que ce chiffre de 50% de personnes qui n'ont pas totalement confiance en l'eau du robinet. Je vais demander aux personnes qui ne s'expriment pas sur la session de bien vouloir couper leur micro. Merci. Allez-y, voilà, Marie-Laure. À guider l'action qui a été voulue dans ce PRSE pour disposer d'une eau de bonne qualité. Mais peut-être en introduction, pour montrer justement le poids que joue l'eau par rapport, dans ce PRSE, on peut faire un petit rappel des chiffres clés du plan régional santé-environnement pour constater qu'il y a 55 mesures dans ce plan, dont 27 sont territorialisées, et que cette territorialisation concerne tout particulièrement le domaine de l'eau potable et de l'alimentation saine et durable. Ça va être illustré dans la suite de cet après-midi. En termes d'efforts financiers, c'est aussi quelque chose de notable puisque fin 2020, sur les 6,13 millions consacrés au PRSE, 1,79 million d'euros ont été consacrés par la région Nouvelle-Aquitaine et l'ARS sur cette thématique de l'eau. Voilà, et puis maintenant, peut-être que pour introduire ces éléments sur l'eau, il faut rappeler que l'eau est indispensable à la vie et qu'elle doit être en permanence de bonne qualité pour répondre durablement aux besoins de tous, y compris des plus fragiles. Et que c'est pour répondre à cette exigence que les responsables de production et distribution de l'eau, que j'appellerai sans doute dans le cadre de cette introduction PRPDE, surveillent en permanence l'eau qu'ils distribuent, mais aussi que l'eau est l'aliment le plus contrôlé en France. C'est les délégations départementales de l'ARS qui assurent ce contrôle de l'eau en lien avec les laboratoires agréés du contrôle sanitaire. Voilà. Pourtant, Isabelle, vous venez de le rappeler, les néo-aquitains n'ont pas une confiance totale dans l'eau du robinet et cette méfiance des consommateurs doit nous conduire à mieux communiquer sur cette qualité de l'eau potable, mais aussi à améliorer sa sécurité sanitaire, et c'est l'enjeu de ce PRSE. Parce que cette sécurité sanitaire de l'eau du robinet, elle résulte d'une gestion optimale à chaque étape de la filière de traitement, avec bien sûr une préservation de la ressource, Madame la préfète l'a rappelé tout à l'heure, la protection du captage, un traitement adapté et maîtrisé, une maîtrise des mélanges le cas échéant, du stockage, de la distribution et in fine l'écoute de l'usager. Aussi, il faut ajouter à cela une maîtrise qui est nécessaire du système en termes de management, de procédures d'exploitation et de pilotage, de formation du personnel et bien sûr une surveillance qui est adaptée aux dangers identifiés. Tout ça parce que toute modification, volontaire ou non, d'une des composantes de cette chaîne peut avoir en cascade un effet sur la qualité de l'eau qui est fournie aux consommateurs. Je pense qu'on comprend ainsi l'enjeu de mettre en place une démarche de plan de gestion de sécurité sanitaire de l'eau, puisque la finalité de cette approche, c'est de garantir en permanence une eau de bonne qualité. Xavier Gossas, tout à l'heure de l'OIO, vous donnera des précisions sur la méthode et l'accompagnement des PRPDE qui sont prévus donc, dans notre plan régional santé-environnement. Mais avant ça, je voudrais vous resituer un petit peu donc les actions eau qu'on examine aujourd'hui dans le cadre du PRSE. Donc, si on peut passer à la diapositive suivante, on voit donc que, bien sûr, pour avoir une eau de bonne qualité, il faut agir en amont sur la ressource. C'est pourquoi le PRSE prévoit deux types d'actions, une sur la préservation de la ressource et une sur les PGSSE. Cette action, donc, qui est l'action 11 du plan, qui a pour objet d'agir sur la ressource, comprend trois mesures. Une première mesure qui est pilotée par la région pour favoriser la mise en place de démarches et d'actions sur les captages prioritaires qui sont touchés par des pollutions diffuses. Et cette mesure s'appuie sur le dispositif ressources qui est porté par le Conseil régional. La mesure 11.2, qui, elle, est pilotée par l'ARS pour accompagner les collectivités dans la mise en œuvre des périmètres de protection des captages. Et la mesure 11.3, conduite également par l'ARS
pour mener des actions d'amélioration de la connaissance et de recherche appliquée à la qualité de la ressource. Mais si la protection de la ressource est évidemment partie intégrante des PGSSE, aujourd'hui, le focus que nous faisons est celui qui est porté par l'action 12. Vous le voyez, le petit encadré rouge sur la diapositive. Et donc, cette action 12 a pour objet d'inciter les responsables de distribution à mettre en œuvre des plans de gestion de sécurité sanitaire des eaux. Cette action, donc portée par l'ARS, est sous maîtrise d'œuvre de l'OIO, qui est donc sur lequel on s'appuie pour outiller les PRPDE, et ce au travers de 3 mesures qui vont être évoquées donc aujourd'hui. La première, c'est d'acculturer et de sensibiliser les responsables. La seconde, c'est de les outiller avec des outils clés en main pour les aider à mettre en œuvre un PGSSE sur leur système de distribution. Et puis la troisième, la 12.3, c'est de permettre un accompagnement des premières donc personnes responsables de la distribution de l'eau qui se lancent dans la démarche. On peut passer à la diapositive suivante pour vous donner quelques éléments de bilan provisoire, puisque l'action se poursuit sur 2022. Vous dire qu'il y a 115 agents de collectivités locales qui ont été formés au principe de la sécurité sanitaire des eaux et à la démarche PGSSE sur 3 jours par l'OIO, donc, que l'OIO a également fait 5 webinaires thématiques sur des points particuliers des PGSSE, et que d'ailleurs ces replays sont disponibles sur le site de l'ARS pour lequel on vous donnera le lien si vous voulez les voir. Il y a aussi eu 4 lettres d'information sur l'actualité des PGSSE pour refléter de la dynamique de développement sur la région de la mise en œuvre de ces plans. Et puis aussi, il y a 8 responsables de production de distribution d'eau qui étaient les premiers sur leur département, qui ont bénéficié ou qui bénéficient à l'heure actuelle d'un accompagnement de l'OIO pour les suivre dans leur démarche, leur proposer des améliorations, mais aussi, et je dirais presque surtout, dans le but de capitaliser sur leur expérience pour aider les autres PRPDE qui se lanceront par la suite. Alors, si on regarde la cartographie qui est présentée, ça permet de voir que vraiment sur cette action PGSSE, il n'y a aucun territoire qui a été oublié en termes de sensibilisation et d'acculturation. Alors après ça, on ne peut pas le voir sur la carte, mais il faut noter qu'il y a d'ores et déjà plusieurs syndicats qui sont engagés dans la mise en œuvre d'un PGSSE. Et donc, c'est quelque chose de très positif pour nous. Voilà, Isabelle, pour l'introduction à cette thématique. Marie-Laure Guillemot, merci à vous. Alors, une précision quand même importante, vous parliez notamment de territorialisation, ça va être essentiel, d'autant plus que l'eau n'est pas retenue dans le cadre du PNSE 4. Alors, c'est effectivement un sujet très important, l'eau sur la région, avec des questions de qualité et même de quantité sur certains territoires. Donc, je pense que c'est quelque chose, c'est une question qui doit être posée parce que c'est vrai que le plan national santé-environnement ne retient pas d'action sur l'eau au niveau national. Donc, la question devra donc se poser au niveau local de savoir si voilà, une priorité est donnée à cette thématique dans le plan régional qui sera à écrire. Alors, on enchaîne en effet toujours sur cette thématique de l'eau avec Xavier Gossens. Bonjour à vous, Xavier Gossens. Vous êtes chef de projet études et formations à la gestion des services d'eau et d'assainissement de l'OIE, l'Office international de l'eau. Alors, moi, je vais rappeler quand même si j'imagine que toutes les personnes qui nous écoutent ont déjà ces sigles en tête, ces acronymes, même si vous l'avez aussi précisé, Marie-Laure Guillemot, mais quand même, PGSSE, c'est le plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux. PRPDE, c'est la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau. Il faut bien qu'on se mette ça en tête parce que c'est des acronymes qui sont longs et qui, en plus, à mon sens, se ressemblent. Mais bon, voilà, les choses sont dites. Je précise aussi, parce qu'on me demande, je le vois dans le chat, et je vous le rappelle, que les présentations de chacun de nos intervenants seront mises en ligne dès la semaine prochaine sur le site PRSE Nouvelle-Aquitaine. Donc, il n'y aura pas de souci, ainsi que les replays de ces sessions. Monsieur Gossens, donc c'est en effet avec votre appui, avec l'appui de l'Office international de l'eau, donc que nous allons entrer un peu plus dans le sujet et vous accompagner bien sûr les collectivités et les opérateurs. Votre action consiste, corrigez-moi si je me trompe, à promouvoir et à accompagner le déploiement des PGSSE dans la région Nouvelle-Aquitaine. Exactement. Donc bonjour, notre action en effet, on va la présenter, est organisée autour de plusieurs axes d'acculturation, de formation auprès de ces PRPDE. Donc on va être amené à jongler, comme vous le rappeliez, avec ces sigles pendant les quelques minutes qui vont suivre. Et tout à fait.
Donc, je commence. Oui, allez-y, on vous laisse afficher votre présentation. Voilà. Donc, Parfait. je vais vous présenter du coup l'action de l'ARS et en partenariat avec l'Office international de l'eau sur du coup les plans de gestion de sécurité sanitaire de l'eau. Et donc cette action qui consiste à agir pour la qualité de l'eau depuis le captage jusqu'à la consommation. Donc, quelle est la finalité en fait de ces PGSSE? C'est avant tout de renforcer, donc de garantir en permanence la qualité de l'eau de façon à ce qu'elle soit conforme à la réglementation et d'optimiser la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine par donc un nouveau paradigme qui est cette approche fondée sur l'analyse des risques et la maîtrise des risques qui vont se présenter pour les systèmes de production et de distribution d'eau. Donc, on a un cadre réglementaire qui est déjà existant avec le Code de la santé qui contient une obligation de surveillance d'un ensemble de paramètres sur la sécurité de l'eau et sur la qualité de l'eau. Et on a une démarche qui est promue par l'OMS d'inscrire en fait cette notion de gestion fondée sur les risques avec un guide qui existe déjà depuis 2011 et qui a été repris et qui existe récemment, cette approche fondée sur les risques, dans la directive de 2020, donc du 16 décembre 2020, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et qui indique de nouvelles dates de mise en œuvre, donc en 2027-2029, pour à la fois les captages, les systèmes d'approvisionnement ou les installations privées. Donc, au niveau méthodologique, le cadre proposé par l'OMS et qui a été repris par l'ASTE, par l'Office international de l'eau dans notre accompagnement aux ARS, il s'appuie sur un ensemble d'étapes qui commencent par la définition d'une équipe structurée au sein de la PRPDE, donc de l'autorité compétente au niveau collectivité. Et puis, on va être amené à décrire notre système, d'abord d'un point de vue patrimonial, organisationnel, et à préciser qu'est-ce qui peut arriver à ce système. Donc, on va décrire des événements dangereux. On a tout un jargon autour de l'analyse du risque. Donc, d'abord, on va décrire des événements dangereux, des dangers, c'est-à-dire des contaminations qui peuvent advenir sur le service, enfin, dans notre circuit de production et de distribution d'eau. Donc, à ces événements dangereux et à ces dangers, on va associer un certain nombre de caractéristiques de gravité, de fréquence, de probabilité de rencontrer ces événements, ce qui va nous amener à caractériser le risque, les mesures qui sont déjà mises en place par les services pour se protéger, pour prévenir l'apparition de ces risques, et les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour renforcer cette protection contre les risques. Alors, la démarche PGSSE, c'est une démarche qui s'inscrit dans la durée et qui ne consiste pas simplement à décrire un ensemble de mesures. Elle consiste à les décrire, à les faire évoluer, à en retester l'efficacité en fait de façon périodique et on va dire continue. Alors, pour cela, on s'appuie sur un certain nombre d'outils avec, on va avoir des tableaux dans lesquels on va analyser les dangers, analyser les risques, les noter en quelque sorte et les prioriser en termes de l'impact qu'ils peuvent représenter pour un service d'eau. Et à chacun de ces événements, on va associer, comme je le disais tout de suite, des mesures, donc des mesures qui sont mises en œuvre pour protéger le système. À ces mesures, on va associer un certain nombre de démarches, enfin pas de démarches,
d'indications méthodologiques et de moyens de mise en œuvre. Donc, on va définir en fait les coûts que représentent les mesures, les personnes qui doivent intervenir pour les mettre en œuvre, les délais que l'on se donne au niveau de la collectivité pour les mettre en œuvre. Et puis, on va de cette façon se donner un rendez-vous après une période déterminée pour vérifier si ces mesures ont été mises en place. Alors après, on voit dans la deuxième partie du tableau un petit volet curatif qui consiste à dire, ben, en fait, il peut advenir, il peut arriver que une limite que l'on se donne et qui ne doit pas être dépassée, qui peut être en deçà de la limite réglementaire, hein, est atteinte. Et à ce moment-là, quelles sont les procédures, quels sont les moyens que l'on met en œuvre pour réduire au plus vite cette apparition du danger au niveau du service. Alors, au niveau de l'activité mise en œuvre par l'ARS et l'OIO pour agir aux côtés des PRPDE, donc Marie-Laure Guillemot en parlait tout de suite, on a une action dans un premier temps d'acculturation qui s'adresse essentiellement aux responsables de service, aux élus, pour les sensibiliser à la démarche, pour les sensibiliser à la valeur ajoutée que représentent en fait les PGSSE par rapport aux obligations réglementaires qui sont déjà mises en œuvre par les collectivités sur la sécurité de l'eau. Donc, il y a ces rendez-vous d'acculturation. On parlait tout à l'heure du nombre de formations. Ben, au niveau des rendez-vous d'acculturation, ce sont 520 personnes qui ont été formées sur les 3 dernières années. Sensibilisées, on va dire. On a aussi les formations, donc avec 12 sessions. Comme le disait Marie-Laure Guillemot tout à l'heure, tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine ont été concernés par ces formations et des formations se réaliser. Une vidéo d'animation et 5 webinaires qui se sont tenus. Donc, il y a les liens qui sont indiqués. Hein, un sur le CCTP, donc il y a un CCTP qui a été développé par l'ARS Nouvelle-Aquitaine et l'OIO pour accompagner les collectivités. Donc, c'est un CCTP type qui permet d'accompagner les collectivités dans le choix de leur bureau d'études quand elles décident de faire cette aventure avec un bureau d'études. La méthodologie PGSSE, les études des dangers, l'analyse des risques, le plan d'action, donc comment on monte un plan d'action dans PGSSE, et puis des retours d'expérience de collectivité dans ces PGSSE. C'est les 5 webinaires qu'on a réalisés jusqu'ici. D'autres exemples d'outils, donc je viens de parler du cahier des charges type et les lettres, les quatre lettres, donc c'est des lettres d'information qui reprennent un petit peu les outils qui sont mis à disposition par l'ARS Nouvelle-Aquitaine, qui font un petit peu un point d'avancement de la promotion de la démarche au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis des accompagnements que l'OIO réalise auprès des PRPDE qui sont en fait un peu, l'OIO se met en posture d'observateur, on va dire, au niveau des COPIL, donc des comités de pilotage et des comités techniques de la démarche PGSSE dans les collectivités. Et puis, on se permet d'intervenir pour faire le lien un petit peu entre les différentes démarches qui sont mises en œuvre dans les différentes collectivités, de façon à valoriser des démarches intéressantes qu'on aurait pu voir au sein de ces différentes collectivités qui sont suivies. Alors, les améliorations qui sont occasionnées par la mise en place des PGSSE, ben, c'est cette approche fondée sur les risques hein, dont on parlait. C'est d'abord une amélioration pour l'usager. On parlait de la confiance de l'usager dans les services d'assainissement d'eau potable, pardon, tout de suite. Ben, en fait, cette confiance, elle peut être renforcée en améliorant la communication et en améliorant aussi la façon dont on va gérer les risques auxquels sont exposés les services. Une appréciation globale et hiérarchisée de l'évolution des risques, eh ben, c'est ce qu'on vient de voir. Hein, en fait, au lieu de se focaliser sur un risque en particulier, cette approche elle permet d'avoir une analyse systématique
et complète de tous les risques qui peuvent advenir sur un service. Et puis, donc, l'idée, c'est qu'on travaille à la fois sur de la prévention et sur éventuellement du curatif avec cette notion de limite critique dont je parlais tout à l'heure. Alors, la sécurité sanitaire est prise en compte dans le cadre de ces PGSSE dans tous les aspects d'un service, c'est-à-dire dans la recherche d'évolution du niveau de service. On va pouvoir intégrer plus fortement la notion de sécurité sanitaire dans ce qu'on appelle le niveau de service. Elle est prise en compte aussi dans l'organisation du service, donc la façon de fonctionner des équipes et dans la culture de ces équipes. Et puis, dans le programme d'investissement, parce que chaque collectivité dispose d'un programme pluriannuel d'investissement et elle permet de renforcer un petit peu tout ce qui est priorisation autour de ces programmes pluriannuels d'investissement. Et donc, on l'a vu, hein, la montée en compétence des agents, à la fois par les formations, mais également par leur implication dans la démarche, puisque tous les agents sont concernés par cette démarche. Alors, les réflexions en cours, on va avoir donc la déclinaison en quelque sorte des difficultés ou de la méthodologie des PGSSE pour différents types de services. Et on va voir que les approches qu'on peut avoir pour ces différents types de services, eh ben, elles doivent être un petit peu adaptées. Alors, on va chercher à avoir des approches un peu robustes et pragmatiques pour les petits services pour aller à l'essentiel et quand même avoir cette logique d'approche fondée sur les risques, mais peut-être commencer par les risques les plus essentiels au niveau d'un petit service pour pas non plus le noyer sous les charges alors que les équipes sont souvent réduites. Et puis, on va essayer de faire plutôt la promotion d'une intégration pour ces petits services progressive et itérative des événements dangereux qui peuvent arriver au service. Alors, pour les services qui ont des délégations de services publics, notre sigle, hein, DSP, qui est bien connu de toutes les collectivités, l'opportunité de la démarche peut être, dans certains cas, remise en question par éventuellement les délégataires qui annoncent une sécurité sanitaire de l'eau, qui annoncent une approche qualitative au niveau de leur prestations qui est difficile à remettre en cause. Donc, il y a quand même un travail à faire autour de la promotion de la démarche, on va dire. Il s'agira aussi de préciser un petit peu l'articulation contractuelle qu'on va avoir entre ces nouvelles ambitions de sécurité sanitaire en termes d'approche fondée sur les risques et les contrats de DSP pour les voir apparaître dans ces contrats. Et puis, on va avoir aussi un enjeu de réappropriation du service par les collectivités. Alors, dans les grands services, les problématiques que l'on... Rapidement. Pardon ? Rapidement. Oui, donc je termine. Donc, dans les grands services, la problématique qu'on va rencontrer, ça va être plutôt en termes d'outils et d'organisation opérationnelle, parce qu'on a souvent dans ces grands services des outils, notamment de gestion du patrimoine, qui sont déjà très aboutis et très complets. Et l'articulation entre donc cette liste d'actions qui peuvent être mises en place dans le cadre du PGSSE et ces outils, ça fait partie des pistes de réflexion qui sont en cours. Voilà, donc j'ai remis en fin de diaporama les liens évoqués pendant la présentation. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. Merci Xavier Gossens. Alors, c'est vrai que c'est un travail qui paraît titanesque à réaliser, même sur une région. Alors, c'est vrai qu'elle est grande, la région Nouvelle-Aquitaine, mais quand même, on a le sentiment, en fonction de tout ce que vous nous dites, que c'est un travail quand même assez important, surtout si on pense aux petites communes rurales. Je crois que vous travaillez avec 530 collectivités régionales, c'est cela, Xavier Gossens? Alors, qui ont chacune finalement leurs contraintes, non? Nous travaillons en direct, en accompagnement de collectivités avec 10 collectivités en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, le programme que l'on a avec l'ARS
on va faire une enquête en fait auprès à la fois des PRP2 qui ont lancé un PGSSE, donc on va dire qu'il y en a 55, entre 55 et 60 aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, et auprès de l'ensemble des PRP de Nouvelle-Aquitaine, donc ce sera une autre enquête qui porte sur toutes les personnes responsables de la distribution d'eau en Nouvelle-Aquitaine. Et effectivement, on est sur 530 collectivités. Ok. Ce terme de sécurité. Alors, en même temps, il y a beaucoup de choses qui s'affichent. En effet, les pilotes du PRSE souhaitent avoir un petit peu votre avis et ils souhaitent vous questionner à travers le sondage qui s'affiche donc dans le chat et dont on donnera un petit peu quelques rapides commentaires à l'issue de notre échange avec Xavier Gossens. La sécurité sanitaire, finalement, quand on parle d'acculturation, ça veut dire que c'est une demande nouvelle. Il y a nécessairement besoin de s'acculturer, de trouver les bons mots, de comprendre les jargons, si j'ose dire, à travers les formations que vous mettez en place. Tout à fait. Alors, là où il y a besoin d'acculturation ou de nouveautés, donc c'est à la fois autour du jargon. On a vu qu'il y a des mots qui reviennent assez souvent, donc il faut un peu maîtriser le jargon du risque, on va dire. Il y a aussi un autre aspect, c'est l'opportunité, parce que finalement, on a déjà un cadre réglementaire, c'est ce que je présentais tout à l'heure, on a déjà un cadre réglementaire qui protège l'usager en termes de qualité de l'eau. Et l'acculturation, c'est un peu quelle est la valeur ajoutée en fait de cette démarche PGSSE par rapport à ce qui existait déjà. Entendu. Alors, est-ce qu'il y a, alors je ne pense pas qu'il y ait de questions, me semble-t-il. Je me tourne du côté de Chantal Renaud. Y a-t-il des questions ou pas? Alors, oui, juste d'y avoir donc une question donc, dans le chat de l'EFC que je veux lire, de Monsieur Debier. Donc, je vous la lis. Dans la Vienne, comme partout en France, de plus en plus de communes boivent de l'eau non potable, majoritairement en 86, par la faute d'un pesticide, avec autorisation du préfet, depuis plus de 2 ans pour 27 communes, plus 5 communes depuis un mois. Les agriculteurs ont reçu des aides financières pour réduire leur pollution. C'est le programme Ressources. Sans aucun résultat depuis des années, au contraire, les administrations poussent à aider les gros producteurs de maïs avec des subventions énormes, 35 millions d'euros pour les bassines. Qu'en pense l'administration? Que peut-on faire? Alors, mais vous n'êtes pas de l'administration véritablement. Marie-Laure peut-être. Marie-Laure peut peut-être répondre éventuellement, oui. Alors, Marie-Laure Guillemot, donc de l'ARS. Je pense que Chantal complétera effectivement. L'enjeu de la protection et de la préservation de la ressource en eau, il est bien présent dans le cadre du PRSE, mais aussi au sein des différents services de l'État et de la région qui travaillent sur ces thématiques. Après, ce que l'on peut peut-être dire quand même, c'est que donc c'est ça, la priorité, c'est d'arriver à préserver ces captages et qu'après, de façon à ce que quand même l'eau distribuée soit potable, parce que les délais sont forcément très longs quand on met en œuvre des mesures pour rendre la ressource de meilleure qualité. Et il faut aussi en parallèle avoir des mesures curatives pour permettre de distribuer une eau qui respecte les exigences de qualité. Et voilà, je ne sais pas comment aller plus loin. Ce qu'on peut dire quand même aussi, c'est que c'est parce que l'eau est très contrôlée et qu'on essaie d'avoir vraiment un programme de contrôle qui soit au plus près des pratiques culturelles, qu'on détecte aussi beaucoup de choses. Et voilà, il y a aussi ce volet-là. Et après un effort effectivement collectif à trouver pour arriver à maintenir une eau qui soit de bonne qualité. Vous souhaitez compléter, Chantal Renaud? Peut-être par rapport au fait qu'il est écrit que les communes boivent de l'eau non potable. Donc, en effet, pour certaines communes, on peut trouver des traces de pesticides qui sont supérieures à la limite réglementaire, mais qui n'est pas une limite sanitaire. La gestion se fait par contre pour chaque molécule par rapport à des valeurs maximales sanitaires qui sont définies par l'ANSES. Et quand on dépasse ces valeurs sanitaires, il y a une restriction de consommation. Donc là, on n'est absolument pas dans cette situation.
Par contre, il y a obligation pour la collectivité de prendre des mesures correctives, donc comme disait Marie-Laure, des mesures curatives, souvent c'est du traitement, dans une durée relativement courte qui n'excède pas 9 ans et qui sera pas être réduite à 6 ans. Alors, je ne sais pas si ça relève de votre compétence de répondre par rapport aux bassines, parce que c'était également ce qui était posé dans la question. J'imagine que ça ne relève pas de vous, mais plutôt politique, j'imagine, ce choix de subventionner pour les bassines. Oui, ça sera un autre débat. Ça sera un autre débat, mais voilà, peut-être aurons-nous l'occasion d'y participer et de pouvoir y répondre. Merci à vous. Je vais vous demander d'ailleurs de couper votre fenêtre, me semble-t-il, pour vous, monsieur, qui me posé la question, parce que du coup, on a un grand carré gris sur l'écran. Je ne sais pas voilà, d'où ça vient, si vous pouvez couper micro et caméra. Merci à vous, en tout cas, Xavier Gossin. Si vous restez parmi nous, peut-être y aura-t-il d'autres questions sur l'eau d'ici 15 heures. Donc voilà, on verra si vous êtes toujours parmi nous et vous pourrez ainsi y répondre. Nous enchaînons donc sur l'alimentation. Donc je vous rappelle que le sondage qui vous a été donné et auquel vous avez répondu sera commenté donc à la fin de cette session. On enchaîne avec vous, Nathalie de Redemp. Vous êtes chargée de mission alimentation, santé et environnement à l'Adréal pour la thématique bien sûr donc alimentation. Et là on voit en effet toujours issu de ce dossier qui nous a donné ces chiffres, 75% de la population de Nouvelle-Aquitaine cherche à réduire la présence de produits potentiellement dangereux pour leur santé dans leur alimentation. Des chiffres qui datent là aussi de 2015 et qui seront mis à jour en 2022, c'est-à-dire l'année prochaine. C'était le baromètre, en effet, qui nous a permis donc d'avoir ces données, baromètre qui a servi de base de construction du PRSE. Nathalie. Oui, effectivement. Bonjour à tous. Pardon. Oui, bonjour à tous, effectivement. Aujourd'hui, l'alimentation saine et durable est au cœur des préoccupations de tous. En effet, comme l'eau, elle est indispensable à la vie, on est bien d'accord. Et c'est essentiellement car il s'agit d'une thématique transversale, indispensable, qui embrasse une multitude de sujets, répondant ainsi aux enjeux de la société actuelle. C'est pourquoi nous avons mis en place, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, pour cette thématique, une organisation de travail collaborative et partenariale entre institutions étatiques et régions, mais également avec tous les acteurs participant de près ou de loin avec ce sujet. C'est ainsi que DRAF ARS, DREA, l'ADEME, Région Nouvelle-Aquitaine, travaillent en partenariat étroit avec les acteurs de l'alimentation, des associations, les territoires et les collectivités, et tous ceux qui œuvrent pour cette thématique, quel que soit leur prisme d'entrée, afin de répondre aux acteurs. Cette thématique de l'alimentation saine et durable n'était pas à l'origine, effectivement, un sujet en tant que tel pour le PRSE. C'est une démarche et une demande, excusez-moi, des acteurs lors du travail de constitution et de construction du plan qui a fait de cette thématique une mesure à part entière. C'est une spécificité de la Nouvelle-Aquitaine, de même que l'organisation que l'on a entre services en région que je viens de vous exposer. De ce fait, cette demande des acteurs s'est traduite par une mesure, la mesure 13, qui vous est présentée aujourd'hui, favoriser l'accès à tous à une alimentation, excusez-moi, saine et durable, qui se divise en deux actions. Une première action, soutenir les initiatives pédagogiques innovantes visant à favoriser l'accès à une alimentation saine et durable. Et en deuxième, une action qui s'intitule sensibiliser, former et accompagner les acteurs de territoire vers une alimentation saine et durable. On va faire un petit peu le zoom. Comme vous voyez, la première est terminée, la deuxième est en cours. Donc, on va faire le zoom un petit peu sur cette deuxième action. Cette deuxième action est composée de deux sous-actions, si je peux les appeler ainsi. Une première étant la formation à l'alimentation saine et durable mise en œuvre par le CNFPT pour les collectivités territoriales. Pardonnez-moi Nathalie, on vous entend vraiment très haché. Peut-être pourriez-vous couper votre caméra pour permettre peut-être au son de circuler mieux. Je ne sais pas. Oui, absolument. Voilà. Et qu'on garde bien votre PowerPoint par contre à l'écran. Voilà.
Oui. Excusez-moi, dites-moi, j'ai peut-être un débit qui est modéré. Pardon. Voilà, c'est bon. Merci. Et donc, une deuxième. Vous m'entendez peut-être mieux. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire. J'essaierai de modifier, mais ce n'est pas évident. Et une deuxième partie correspondant à l'outil web collaboratif des acteurs de l'alimentation en Nouvelle-Aquitaine. Donc, sur la diapo qui vous est présentée, effectivement, vous voyez les résultats de la traduction de quelques chiffres de cette mesure qui a été demandée par les acteurs. Donc, plus de 36 000 habitants de Nouvelle-Aquitaine ont été sensibilisés à la problématique de l'alimentation saine et durable depuis le début du projet. Et vous voyez également le nombre de professionnels formés lors des journées thématiques organisées par le CNFPT en 2020 qui s'élève à plus de 1200 personnes. Par ailleurs, à droite, vous avez la représentation via une cartographie de la localisation des événements à destination des professionnels de restauration collective pour être formés à être sensibilisés justement à cette sensibilisation pour la restauration collective à l'alimentation saine et durable. Comme je vous le disais au début de mon intervention, et comme on peut le constater au quotidien, cette thématique est au centre des préoccupations de chacun et tout est mis en œuvre en Nouvelle-Aquitaine pour répondre aux besoins des acteurs de l'alimentation, mais également à ceux des citoyens. Il est cependant à noter que ce sujet, et je tiens vraiment à porter votre attention sur le fait que ce sujet de l'alimentation durable ne sera pas repris, ne sera pas présente dans le PNSE 4. En revanche, c'est le futur programme national pour l'alimentation piloté par le ministère de l'Agriculture qui devrait prendre le relais. Je laisse désormais la parole aux intervenants et acteurs pour cette action. Merci à vous, Nathalie de Rodin. Alors, c'est vrai que la ligne n'est pas très bonne du côté de l'Adréal. La ligne n'était pas très bonne. On a bien compris donc que ça ne serait pas dans le PNSE 4, mais dans le cadre du programme alimentation. Donc, vous allez pouvoir continuer à travailler et mettre en place les actions liées à cette alimentation saine et durable. Et ça, c'est essentiel. En effet, on enchaîne directement avec les témoignages. Amélie Franz, vous êtes coordinatrice de projet à Graines Nouvelle-Aquitaine. Vous allez nous présenter un outil, l'essaimeur, donc outil collaboratif de ces acteurs de l'alimentation saine et durable en Nouvelle-Aquitaine, où l'on retrouve là aussi les trois copilotes. C'est un outil, nous allons le voir, qui permet de rassembler au maximum les différents acteurs de cette thématique afin de phosphorer ensemble et de développer des actions qui soient efficaces et surtout répandues sur l'ensemble du territoire Nouvelle-Aquitaine. Amélie Franz. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Amélie Franz, coordinatrice de projet aux Graines Nouvelle-Aquitaine. Et je vais vous présenter aujourd'hui l'outil l'essaimeur, qui est l'essaimeur des initiatives alimentaires en Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est une plateforme Internet qui est conçue comme un espace de valorisation des initiatives portées par les acteurs engagés en matière d'alimentation saine et durable en Nouvelle-Aquitaine. L'outil a été créé en 2019 par l'Adréal, notamment par Nathalie de Rodin qui vous a introduit la thématique. Et depuis un peu plus d'un an, c'est le réseau régional d'éducation à l'environnement Graines Nouvelle-Aquitaine qui est venu en appui à l'animation. L'essaimeur, c'est un outil intuitif, évolutif, comprenant plusieurs fonctionnalités que je vous propose de découvrir au travers d'une vidéo tuto de présentation que nous venons tout juste de réaliser. Sarah, si vous pouvez mettre la vidéo.
Merci Sarah. Je vais remettre le partage. Hop. Donc, comme vous avez pu le voir, la fonctionnalité principale, c'est la cartographie, recensant les démarches et initiatives de la région. Quand on parle de démarche, c'est vraiment un projet de territoire disposant d'une gouvernance ou d'un pilotage et réunissant plusieurs acteurs de sphères différentes. Une initiative, c'est plutôt une action ancrée sur un territoire, visant un public limité et relative à une certaine thématique de l'alimentation. Elle peut constituer l'une des actions d'une démarche alimentaire, mais peut aussi être indépendante. Donc là, on peut voir quelques chiffres. Actuellement, il y a 29 démarches en ligne et les typologies des porteurs de projets. Donc, sur les démarches, on voit que les porteurs de projets majoritaires sont les collectivités. Et concernant les initiatives, ce sont plutôt les acteurs associatifs, mais suivis aussi par les collectivités. Vous pouvez voir donc les autres types de porteurs de projets affichés à l'écran. Concernant les thématiques, sur les SEMER, la grande thématique de l'alimentation saine et durable a été scindée en plusieurs sous-thématiques, 6 précisément, dont 3 qui sont directement en lien avec santé-environnement. Au total, elles représentent 50% des initiatives recensées, donc nutrition santé, aménagement du territoire et alimentation responsable. On a donc la moitié des thématiques de l'ESMER qui sont relatives à la thématique santé-environnement. L'autre point fort de cet outil, c'est une base ressources où on peut y retrouver des actualités, que ce soit des colloques, des forums, les dernières informations d'un projet, des ateliers, des formations, ou alors d'autres ressources potentielles de financement, mais aussi des ressources classées en catégories que vous pouvez voir s'afficher à l'écran, et aussi classées par thématique. On a aussi un agenda des événements avec tous les webinaires, les rencontres, les formations sur la région. Et nous avons également une base d'outils pédagogiques qui sera bientôt en ligne, de plus d'une centaine d'outils. Rapidement, quelques données sur la fréquentation. Sur l'année 2020, on a eu plus de 3000 utilisateurs. C'était la première année complète de mise en place du site. Donc, du coup, on a hâte de voir les chiffres de 2021 et voir à quel point ça a pu progresser. Les visiteurs ne s'arrêtent pas à une page, mais naviguent réellement sur le site et surtout, ils reviennent. Une newsletter mensuelle a aussi été créée en décembre 2020, fin de l'année dernière. Et on a une progression actuelle à 145 inscrits sur cette newsletter. Donc, pour rappel, les partenaires du projet à l'origine sont la DREAL Nouvelle-Aquitaine, la DRAF Nouvelle-Aquitaine pour le contact agriculture, l'ARS Nouvelle-Aquitaine pour tout ce qui est nutrition santé, l'ADEME Nouvelle-Aquitaine sur le gaspillage et les déchets, et enfin le GREN Nouvelle-Aquitaine qui est en tant qu'animateur depuis 1 an. Un travail intéressant qui a été mené sur les territoires, c'était Carla Royer, étudiante en géographie, qui a réalisé cette année dans le cadre de l'ESMER un travail de recensement des zones blanches, autrement dit des territoires où aucune démarche ou initiative n'a été recensée sur l'ESMER. Ces zones sont hachurées et en couleur sur la carte à gauche. On peut remarquer que l'Est de la Nouvelle-Aquitaine, avec notamment la Creuse et la Corrèze, en présente, contrairement au département des Pyrénées-Atlantiques au sud, qui est représenté à 100% sur le site de l'ESMER. On peut mettre en regard cette carte avec le nombre d'actions par département à droite. On voit que la Gironde détient le record, même si certaines communautés de communes sont en zone blanche. Donc, c'est vraiment les zones jaunes hachurées à gauche sur la carte. Donc voilà, le document sera à votre disposition si vous voulez voir un peu plus ce qu'il en est pour votre territoire. Et du coup, c'est la transition avec le mot de la fin. Si vous aussi, vous êtes à l'origine ou avez entendu parler d'un projet en lien avec cette grande thématique de l'alimentation saine et durable, n'hésitez pas à le valoriser sur les SEMER. C'est simple, rapide et permet d'alimenter la dynamique régionale. Donc soit vous pouvez créer directement votre propre espace, sinon nous restons à votre disposition pour vous apporter une aide technique ou alors discuter de la thématique avec vous. Je vous remercie et j'ai hâte de vous y retrouver. Merci Amélie, on comprend bien en effet le rôle de cet SMER qui est de regrouper toutes les personnes qui sont actives sur leur propre territoire. Je regarde également du côté du chat, je vois qu'il y a 2 questions notamment autour du nouveau PLS 4. Alors les questions, on y a répondu en début de semaine, c'était à la session de lundi, mais on va regarder quand même s'il y a les personnes disponibles pour répondre à ces 2 questions, mais qui n'entrent pas dans notre champ d'action, en tout cas pas intégralement, sur l'eau et l'alimentation saine et durable qui aujourd'hui est consacrée à des témoignages. À ce propos, Amélie France, donc si on cherche un témoin, on en a trouvé un, c'est Fabrice Bonifay, que vous connaissez bien évidemment, directeur
de la direction du développement rural au projet alimentaire territorial du Grand Poitiers, de la communauté urbaine du Grand Poitiers. Alors c'est le PAT, le projet alimentaire territorial. Fabrice Bonifay, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous allez finalement, à travers ce projet alimentaire territorial, on va dire le PAT, mais enfin tous ces acronymes, c'est vrai que c'est quelque chose, nous expliquer finalement le rôle de l'SMR dans la mobilisation des territoires, parce que finalement, ça a été aussi un outil pour vous. Mais peut-être commencer par nous expliquer ce qu'est un projet alimentaire territorial. Oui, alors un projet alimentaire territorial a été créé par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014. J'ai coutume de résumer cette loi en disant que c'est un projet de territoire qui est entièrement dédié à l'alimentation, qui vise à rapprocher les producteurs, les consommateurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs. La loi dit en fait qu'un projet alimentaire territorial s'appuie sur un diagnostic partagé avec les acteurs de l'agriculture et de l'alimentation, un diagnostic partagé de l'agriculture et de l'alimentation sur un territoire donné. Et à partir de ce diagnostic partagé, on va construire avec les acteurs du territoire un programme d'action concrète qui vise à permettre l'accès de tous à une alimentation saine, durable, de qualité, issue d'une agriculture de proximité. Le projet est né comment sur Poitiers, sur la communauté urbaine du Grand Poitiers? Alors à Grand Poitiers, en fait, le projet a été initié en 2017 par Grand Poitiers Communauté Urbaine, par les élus de Grand Poitiers, dans le but de développer en fait de nouveaux débouchés pour les agriculteurs qui s'engageaient à mettre en œuvre des modes de production agroécologique respectueux de la ressource en eau. La genèse du projet alimentaire territorial, c'est vraiment la problématique de la ressource en eau. C'était une démarche totalement complémentaire des programmes ressources qui étaient menés depuis plusieurs années déjà avec la région et l'agence de l'eau par les collègues de la direction eau-assainissement. Et à ce titre, nous avons été lauréats du programme national pour l'alimentation. Nous avons reçu le soutien financier de la DRAF Nouvelle-Aquitaine, de l'ADEME et de la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a un territoire à définir, il y a un périmètre à définir lorsqu'on met en place un projet alimentaire territorial? Le projet a été initié à l'échelle de la communauté urbaine de Grand Poitiers, donc 40 communes uniquement, mais très vite les élus se sont dit que le périmètre n'était peut-être pas pertinent et peut-être pas suffisant pour traiter avec pertinence des problématiques de filières locales, de filières alimentaires locales. Donc la recherche d'un périmètre pertinent a amené en fait les élus à travailler sur un partenariat avec deux communautés de communes limitrophes, la communauté de communes du Haut-Poitou et la communauté de communes des Vallées du Clin. C'est 83 communes au total, 262 000 mangeurs. C'est 141 000 hectares de surface dédiée à l'agriculture. Ça représente 30% de la surface agricole utile du département de la Vienne, 3,5% de la surface agricole utile de la région Nouvelle-Aquitaine. Et c'est aussi 64 captages d'eau potable, dont 23 sont classés sensibles dans le cadre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne, parmi lesquels on a 10 captages classés prioritaires. Quand on voit en effet cette dimension territoriale, on se dit, mais puis même toutes les personnes concernées par cette notion-là, comment on fait pour mobiliser l'ensemble des acteurs? Fabrice Bonifay. Alors, il y a une phase de préparation de la démarche participative qui est extrêmement longue, l'identification des acteurs du territoire. Nous, dans ce cadre-là, la communauté de communes du Haut-Poitou, la communauté de communes des Vallées du Clin et Grand Poitiers communauté urbaine se sont positionnés vraiment comme les animateurs d'une démarche partenariale. Et la démarche participative, elle a démarré de manière proprement dite par des entretiens avec des acteurs un peu pépites, des acteurs un peu incontournables à partir de novembre 2019. Et puis ensuite, nous avons organisé des ateliers en présentiel autour du diagnostic partagé de l'agriculture et de l'alimentation. Là-dessus, le premier confinement est arrivé, donc tout le reste de la démarche a été mené en visioconférence. Néanmoins, nous avons réussi à mobiliser entre 150 et 300 acteurs de l'agriculture et de l'alimentation du territoire
à l'occasion de toutes les séquences suivantes. Nous avons également mené une enquête en ligne pour recueillir la parole des habitants. Et nous avons missionné la FRAB, Bio Nouvelle-Aquitaine, la Fédération régionale d'agriculture biologique, pour enquêter auprès de 87 agriculteurs de notre territoire afin de recueillir à la fois la parole des producteurs et la parole des consommateurs aux deux bouts de la chaîne. Et c'est sur cette base-là, en fait, qu'on a mis en œuvre un programme d'action du projet alimentaire territorial. Avec 4 grandes orientations, me semble-t-il, Fabrice Bonifay. Oui, 4 grandes orientations stratégiques, 12 objectifs prioritaires qui sont eux-mêmes déclinés en une centaine d'actions qu'on envisage de mettre en œuvre de manière très concrète de 2022 à 2026. Avec la particularité d'un projet alimentaire territorial, c'est de regrouper des actions qui sont menées par les collectivités, mais aussi des actions portées par des porteurs de projets privés. Alors, vous avez un PowerPoint, mais je vois qu'il ne se déroule pas, c'est normal? Vous avez des choses à nous afficher? En fait, j'ai un souci, mes commandes ne répondent plus pour le PowerPoint, je suis désolé. Bon, c'est pas grave. Donc, si quelqu'un peut prendre le relais éventuellement, mais je ne sais pas pourquoi. D'accord. Sinon, ça ira du moment que vous ne perdez pas pied, c'est l'essentiel. Je ne perds pas pied, vous voyez, je continue quand même. J'imagine, et vous l'avez précisé, vous étiez sur une notion de bassin aussi, donc il y a des actions qui sont liées à l'enjeu de l'eau, à l'enjeu de la santé et de l'environnement, et puis aussi des actions liées à l'accessibilité sociale. Tout ça, on voit bien que ce sont toutes des notions transversales finalement. Oui, c'est la particularité d'un projet alimentaire territorial, c'est d'encourager la transversalité en fait. Alors sur les actions liées à l'enjeu eau, on va travailler par exemple sur tout ce qui va être création d'outils de transformation, de logistique et de commercialisation dans le but de conforter vraiment des filières alimentaires locales. On va utiliser le levier de la commande publique pour l'approvisionnement des restaurations collectives publiques qui permet de contractualiser avec des producteurs qui s'engagent à mettre en œuvre des modes de production agroécologique qui sont respectueux de la ressource en eau. On peut citer, pour exemple, ce qu'a fait l'agglomération de Rennes avec Terre de Source, en lien avec eau du bassin rennais. Dans notre projet alimentaire territorial, on a des actions, bien sûr, en faveur de la santé-nutrition, puisque l'alimentation est un déterminant majeur de la santé. C'est à la fois un facteur de protection, puis un facteur de risque. C'est le principal facteur de risque de maladies comme l'obésité, l'hypertension, le diabète ou l'anémie. On estime que 15% de la mortalité en France est attribuable à l'alimentation, contre 12,5% de mortalité qu'on peut attribuer au tabac. Et donc, notre projet alimentaire territorial, il va comporter des actions d'éducation, de sensibilisation, de formation à une alimentation saine et de qualité. Elles sont partagées, ces actions, par le Centre communal d'action sociale de la ville de Poitiers, la direction restauration collective de la ville de Poitiers et d'autres communes membres de Grand Poitiers qui sont gestionnaires de restaurants scolaires. On a également 2 centres permanents d'initiative pour l'environnement, CPIE, merci pour le diapo, qui sont également partenaires d'actions de sensibilisation du grand public. En fait, l'enjeu, c'est de minimiser, bien sûr, l'exposition des habitants aux produits alimentaires de mauvaise qualité, aux produits qui sont classés D et E dans le Nutri-Score, à la malbouffe en général. Et dans le cadre du Conseil local de santé, le CCAS de la ville de Poitiers organise des balades vertes dans les quartiers, au cours desquelles le grand public est amené à découvrir des lieux et des acteurs qui rendent la ville plus verte. Alors, on va par exemple aller voir une station de mesure de la qualité de l'air, des jardins partagés. On a aussi un collègue qui travaille sur l'agriculture urbaine, cette dimension-là, des vergers collectifs, une chaufferie bois. Et puis, il y a des animations sur la santé et l'environnement tout au cours de cette balade. Un bar à eau, des cartographies du bruit en ville, la fabrication de produits d'entretien. On peut également citer un autre exemple, c'est l'atelier du 19, une action concrète aussi. C'est un logement pédagogique santé-environnement qui est situé dans le quartier des Coronneries à Poitiers, un quartier prioritaire au titre de la politique de la ville. Le projet est porté par l'IREPS, l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé de Nouvelle-Aquitaine, et le centre permanent d'initiative pour l'environnement Seuil du Poitou. C'est un logement aménagé comme un appartement familial avec une cuisine, une salle à manger, un salon, une chambre d'enfant,
avec des matériaux sains et respectueux de l'environnement, mais il ne s'agit pas à proprement parler d'un écologement pour autant, hein. Il s'agit plutôt de montrer des choses un peu vertueuses pour une famille qui loue un appartement. Et puis dans ce lieu, dans cet atelier du 19, on organise régulièrement des ateliers en petits groupes basés sur l'échange de savoir, la mise en pratique. On incite les habitants à développer des savoir-faire adaptés à leurs besoins, et on a des ateliers qui concernent l'alimentation, la gestion des déchets, la culture des comestibles. Et dans le cadre du projet alimentaire territorial, on travaille beaucoup avec le centre hospitalier universitaire, le CHU de Poitiers, qui a une équipe spécialisée sur la lutte contre les perturbateurs endocriniens, et Poitiers est signataire de la charte ville et territoire sans perturbateurs endocriniens. Et puis vous m'avez tendu la perche sur le social, et je vais bientôt terminer. Voilà. Oui. Évidemment, l'alimentation, c'est aussi le principal facteur d'inégalité sociale et de santé. Nous avons aussi une présence importante sur le territoire de Grand Poitiers, non seulement des têtes de réseau de l'aide alimentaire, je pense à la Banque alimentaire, au Restaurant du Corps, au Secours populaire français, à la Croix-Rouge française, mais on a aussi un réseau très dense d'épiceries sociales et solidaires. Donc, on a un travail à faire sur un modèle plus vertueux pour l'aide alimentaire, et notamment permettre aux personnes en situation de précarité alimentaire d'accéder elles aussi à des produits de qualité issus d'une agriculture de proximité. Et on se demande si finalement le PAT, on ne devrait pas l'appeler autrement, parce que projet alimentaire territorial, ça va bien au-delà de l'alimentation. Mais bon, ça c'est un autre, on voit en effet toute cette transversalité dont nous parlions. Alors il y a pas mal de questions qui sont posées. On va peut-être prendre, Delphine Maurice, déjà les premières questions qui s'adressent à Amélie France et Fabrice Bonifay. On ne va pas remonter tout en haut. Je sais, Xavier Gossens, qu'il y avait une question pour vous aussi dans le chat. Si vous pouvez vous remonter le chat pour y répondre directement par écrit, parce qu'on n'aura pas le temps de prendre toutes les questions. Mais d'ores et déjà, Delphine, pour Fabrice Bonifay et Amélie France, allez-y. Alors oui, merci Isabelle. Alors effectivement, une question pour Amélie par rapport à l'essaimeur et notamment aux zones blanches. Donc la question, c'est tout simplement comment peut-on expliquer ces zones blanches? Alors du coup, ce que Carla a fait comme travail suite aux cartes de recensement des zones blanches, elle a essayé de mettre en regard ces données géographiques avec des données sociales, économiques, où elle s'est penchée sur les données INSEE, qu'elle a essayé de comparer. Et après, ces zones blanches peuvent être expliquées de plusieurs manières. C'est soit la différence entre les territoires ruraux et les territoires urbains. Il y a une part d'accessibilité, il y a une part de reconnaissance aussi de produits labellisés ou non selon les territoires. En fait, il y a différentes explications selon les lieux et les localisations des zones blanches. Delphine, vous avez d'autres questions? Oui, alors, est-ce que je passe pour l'instant les questions sur le plan national nutrition santé et je passe aux questions plutôt pour M. Bonifay, c'est ça? Voilà, oui, je pense, parce qu'on n'aura pas le temps de répondre à ces questions. En revanche, peut-être pouvons-nous donner des coordonnées pour que les personnes compétentes puissent y répondre. Mais ça sera dans le chat. Alors, il y avait une question donc, sur le diagnostic partagé pour savoir qui l'a réalisé, s'il y avait eu le recrutement d'un bureau d'études ou si ça avait été fait en interne avec les moyens humains donc, de la collectivité. En fait. Monsieur Bonifay, vous nous entendez? Ah. Fabrice Bonifay, vous êtes pourtant toujours parmi nous, me semble-t-il. Alors apparemment, il ne nous entend plus. Et toutes ces questions le concernent, donc c'est bien dommage. Voilà. Bon. Répondre sur le chat? Non. Oui, vous pouvez. Voilà, on va peut-être lui envoyer un message pour qu'il puisse répondre sur le chat, parce qu'en plus, on est en effet pris par le temps. Et puis, je rappelle que pour les questions concernant le plan national, les réponses vont vous être apportées via un mail ou des mails qu'on pourra afficher et qui pourront répondre donc à vos questions. Monsieur Bonifay, vous êtes définitivement parti. Alors, il avait un problème de connexion, donc peut-être que ça s'est interrompu. On va lui demander donc de vous répondre par chat à toutes les questions que vous lui posez. On vous remercie d'une part de votre compréhension et puis d'être aussi actif sur le chat. Mais voilà, la technique parfois nous pose problème. Est-ce que Madame Jougon, vous êtes bien en ligne et vous nous entendez? Yves Jougon? Oui, tout à fait, je suis là. Bonjour Madame. Bonjour.
avec vous, nous allons parler donc de l'application de la loi Egalim en restauration collective. Vous êtes vous-même responsable formation restauration collective au CNFPT. Alors, vous allez bien sûr nous présenter le CNFPT, c'est le Centre national de la fonction publique territoriale, nous en donner un petit peu les actions. Mais vous allez donc nous expliquer comment vous travaillez en matière notamment de formation pour les professionnels de la restauration collective. Et ensuite, on aura un témoignage très intéressant de Jean-Philippe Moulinier, donc, qui est responsable restauration au lycée horticole et du paysage du Petit Chadignac à Saintes. Donc, je vais vous partager la présentation. Et en attendant, donc, je rappelle que toutes les présentations et puis les replays seront en ligne sur le site du PRSE Nouvelle-Aquitaine à partir de la semaine prochaine, en tout début de semaine prochaine. Je précise aussi aux personnes qui ont témoigné et qui nous entendent de bien regarder le chat et éventuellement de répondre aux questions auxquelles nous n'aurons pas le temps pour lesquelles nous n'aurons pas le temps de donner des réponses en direct. Allez-y. Voilà, vous avez bien la présentation? Parfait. On la voit? Bon, très bien. Oui, oui. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Yvelie Jougon, je suis conseillère formation au CNFPT. Donc, CNFPT délégation Nouvelle-Aquitaine. Donc, moi, je suis basée à Bordeaux. Donc, je suis sur les spécialités de la santé sociale et restauration. Donc, tout d'abord, je voulais vous remercier, les organisateurs, de m'avoir permis d'intervenir aujourd'hui. Effectivement, j'ai vu qu'il n'y avait pas que des agents des collectivités locales parmi le public. Donc, le CNFPT, c'est quoi? C'est le Centre national de la fonction publique territoriale. Donc, c'est un établissement public de formation. Et c'est vrai que nous sommes l'acteur principal de la formation des professionnels, de la formation professionnelle, des agents des collectivités locales. Donc, nous accompagnons les agents, mais aussi les projets des collectivités, donc par la formation continue. Sur le territoire Nouvelle-Aquitaine, donc je vous ai parlé de la délégation à Bordeaux, mais sachez que sur toute la Nouvelle-Aquitaine, nous avons des sites et des antennes de proximité à qui vous pouvez vous adresser quand vous avez des besoins de formation, enfin, surtout les collectivités, les agents passant bien sûr par leur responsable formation. Alors, pour le sujet qui nous intéresse, la loi Egalim, donc le contexte, la loi Egalim, je rappelle donc, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable. Donc, c'est une loi qui est entrée en vigueur depuis le 1er novembre 2018. Cependant, bien sûr, la mise en œuvre est progressive dans les collectivités. Donc, le CNFPT, donc, depuis début 2020, a co-organisé avec différents partenaires. Là, sur la diapo, vous voyez chaque département d'Aquitaine, mais des choses ont été faites aussi sur les autres territoires. Donc, des demi-journées d'infos sur les principales dispositions applicables. Alors, co-organiser les partenaires, j'espère n'oublier personne. Donc, nous avions la RS, la DREAL, la DRAF, des personnes des conseils départementaux et selon les territoires, des professionnels de cuisine centrale. Donc en Gironde, c'était par exemple le CIVU de Mérignac. Alors je rappelle rapidement les principales dispositions de la loi: favoriser une alimentation saine, sûre et durable, lutter contre le gaspillage alimentaire, réduire l'utilisation du plastique dans le domaine alimentaire, proposer un plan de diversification des protéines, expérimenter un menu végétarien une fois par semaine. Ce ne sont que les principales dispositions, il y en a bien d'autres. Alors, bien sûr, par rapport à cette loi, le CNFPT s'est engagé et s'engage toujours aux côtés des collectivités pour accompagner les personnels de restauration collective. Donc, nous avons présenté des demi-journées d'information, mais c'est toujours possible pour les collectivités et les agents qui sont parmi le public. Vous pouvez très bien vous rapprocher donc, des antennes ou des sites de vos territoires pour la mise en place de journées d'infos. Ce qui a été mis en place aussi par le CNFPT en lien avec le ministère de l'Agriculture, c'est un bouquet de ressources. Donc, il est accessible à tous sur Internet. Donc, il reprend entre autres les formations que le CNFPT propose, mais d'autres éléments. Donc, je vais ouvrir le lien en espérant que vous l'ayez bien
en ligne. Est-ce que vous pouvez me rassurer sur ce point? On voit, voilà, ça s'affiche et vous penserez à mettre le son pour la vidéo parce que je crois que c'est une vidéo que vous souhaitez nous présenter. Oui, normalement j'ai mis le son dès le début, donc j'espère que ça va fonctionner. Alors, sur ce bouquet de ressources, je ne sais pas comment effacer la petite bande. Là, vous voyez la bande de mon... Bon, tant pis, on va la laisser. Bon, alors, sur ce bouquet de ressources, vous avez différents éléments. Les dates clés de la loi avec une échelle chronologique avec les différentes étapes, hein, puisque c'est une loi avec des étapes progressives. Un onglet avec le décryptage de la loi. Alors, je vais ouvrir l'onglet. Voilà, le décryptage de la loi. Les décrets d'application. J'essaye de... Voilà. Donc, en savoir plus à chaque fois. Hein. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont que vous pouvez y aller directement sur le site du CNFPT. Hein, mais vous aurez de toute façon le lien pour accéder au bouquet de ressources. Une vidéo de présentation de la loi. Donc, je vais passer une petite minute pour que vous ayez... Alors, on a eu le son de 3 secondes, même pas, et on ne l'a plus. On n'a plus le son, Madame Jougon. Et là? Non. Bon, ben, c'est pas grave. Inclure le son. J'avais mis inclure le son, mais c'est pas grave. J'éteins la vidéo, c'est simplement pour voir de quel aspect elle avait, mais comme le lien sera mis sur le... Oui, toutes les présentations seront mises en effet sur le site du PRSE Nouvelle-Aquitaine. Ouais, voilà, les personnes intéressées pourront aller lire la vidéo sans aucun problème. Les 5 thématiques de la loi. Donc, vous avez donc, par exemple, la diversification des sources de protéines. Donc, c'est expliqué. Vous avez les références, comment approfondir, tout ce qui vous est proposé pour se former, d'éventuelles vidéos, des stages qui sont proposés par le CNFPT, différents sites hein, pour aller vous informer et vous informer sur les différents axes de cette loi. Je retourne au bouquet de ressources. Vous avez les itinéraires de formation par métier qui sont proposés donc par le CNFPT. Vous avez aussi la plateforme gouvernementale Ma Cantine. Donc, je pense que ça parle aux personnes issues des collectivités territoriales. Je ne sais pas si ça parle aux autres. Donc, c'est une façon de diagnostiquer où on en est dans sa collectivité par rapport à la loi Egalim. Ça, c'est le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation qui propose ce site. Vous avez un quiz aussi qui vous permet de vous évaluer pour savoir où vous en êtes par rapport à la loi Egalim. Vous avez différents contacts. Et vous avez aussi une e-communauté. Donc, e-communauté, c'est proposé par le CNFPT où tout le monde peut s'inscrire, qu'on soit issu des collectivités territoriales, d'associations ou du privé, où vous pouvez vous inscrire. Donc, il faut aller sur le site du CNFPT. Donc, dans ce bouquet de ressources, vous avez les modalités pour pouvoir s'inscrire, où vous pouvez échanger avec vos pairs, poser des questions, être au courant des différentes lois. C'est une e-communauté qui est très riche et très vivante. Donc, je vous engage très fortement à y aller, qui que vous soyez, même si vous n'êtes pas issu des collectivités. Voilà, donc je vais alors, je ne sais pas si pour retourner à la présentation, j'avoue que je ne sais plus trop comment faire. Et vous avez encore une diapo, c'est cela? Oui. Mais peut-être pouvez-vous nous la commenter comme ça, finalement, si vous avez peur de... Ben voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'allais passer sur autre chose. Voilà, la voilà. Donc, nous avons aussi un itinéraire de formation pour les restaurations collectives durables pour répondre aux agents et aux collectivités sur les différentes thématiques de la loi Egalim. Donc,
là aussi, nous sommes sur le site du CNFPT qui est accessible à tous. Le public visé, c'est tous les métiers de la restauration collective, les métiers de l'éducation, les métiers de la commande publique et du bâtiment pour certaines thématiques. Donc, les axes, les blocs de compétences, agir pour le bien-être et la santé des convives et de l'équipe, produire des repas équilibrés favorisant l'approvisionnement en produits de qualité, intégrer dans la gestion de son service une démarche respectueuse de l'environnement. Donc, voilà les formations. Je déroule tout doucement pour que ça soit lisible. Par exemple, de toute manière, on pourra en effet aller les retrouver. Tout à fait, tout à fait. Sur voilà, Internet. Okay. Voilà, les journées d'actualité, impact de la loi Egalim sur les services de restauration collective, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, je repars en arrière et je me retrouve de nouveau avec ça. Voilà. Donc, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre écoute et si vous avez des questions. Merci à vous, Évelyse Jougon. Oui, je pense qu'il y a des questions vous concernant. On va peut-être enchaîner, si M. Moulinier est parmi nous, avec son témoignage, parce que ça rentre complètement dans l'illustration de ce que vous venez de nous présenter. Jean-Philippe Moulinier, vous êtes parmi nous? Oui, bonjour à tous. Bonjour monsieur. Alors nous sommes très heureux de vous accueillir. Je reprécise que vous êtes responsable de la restauration au lycée horticole et du paysage au lycée Le Petit Chadignac à Saintes. Vous faites un travail formidable auprès des enfants, auprès des scolaires. Vous avez même un blog qui s'appelle La Cantine de Chablis. C'est quelque chose, on se dit, mais il faudrait que tous les établissements scolaires soient dotés d'un Jean-Philippe Moulinier comme vous. Alors je sais qu'il y en a d'autres en effet en Nouvelle-Aquitaine et bien sûr en France, mais quand même, quel travail, comment faites-vous pour gérer tout ça? Et bien sûr, vous allez nous expliquer comment ça se passe avec les élèves et toute l'implication qu'il y a de leur part, et puis les résultats. Entendu. Avant tout, merci énormément. Merci énormément. En fait, pour y parvenir, ça a été toute une démarche progressive depuis quelques années. Et en fait, oui, on peut dire que c'est une démarche pérenne et qui continue encore actuellement à progresser. Donc le lycée Le Petit Chadignac à Saintes, c'est un lycée agricole doté d'une exploitation spécialisée dans l'horticulture et dans le maraîchage bio. Donc vous allez vite comprendre le lien et l'intérêt. Donc tous les légumes forcément atterrissent à la cantine. Mais avant tout, la cantine de Chady, donc c'est quoi? C'est un établissement. En 4 dates, 2018, nous avons obtenu un label bio décerné par Interbio Nouvelle-Aquitaine. Nous étions alors le premier lycée de l'ex-région Poitou-Charentes. En 2019, nous avons rejoint mon resto responsable, la fondation Nicolas Hulot. En 2020, nous avons eu le plaisir d'obtenir un second label, Commerce équitable, donc décerné par Commerce équitable France. Allez, une petite satisfaction, nous sommes le premier lycée agricole public de France à obtenir ce label. Et en 2020, allez-vous me dire, eh bien en 2020, je peux vous l'annoncer, puisque la réponse m'est parvenue hier, nous allons recevoir un trophée décerné par le CREPAC Nouvelle-Aquitaine, et plus précisément par son réseau Régal. Parfait, bravo. Merci beaucoup, merci. Alors, en termes de produits sous signe qualité, chez nous, c'est quoi? C'est 78%. Et parmi ces 78%, nous trouvons 62% de produits bio, 45%, un peu plus de produits locaux et 12,5%, il faut être précis, puisque ça concerne le commerce équitable. Voilà, ça concerne donc le pourcentage des achats destinés aux denrées alimentaires. Je vous le disais donc en préambule, c'est une démarche pérenne, en constante progression, basée sur quoi? Eh bien sur l'intelligence collective en faveur de la créativité et en tout cas je fais tout pour, du bien-être au travail. Parmi nos objectifs, c'est bien entendu à partir de produits bruts, offrir une cuisine saine, durable, mais vous l'avez déjà compris, équitable, également conviviale et très important, favorable à l'éducation au goût. Notre leitmotiv, donner du sens aux 5 sens.
Et je vous le redis une dernière fois, c'est promis, mais c'est tellement important pour comprendre notre démarche. Le socle, c'est vraiment l'intelligence collective grâce à l'implication de tous au sein du lycée. Les élèves font partie du projet, les professeurs, infirmiers, vie scolaire. Voilà, tout le monde, on a réussi en fait à rassembler l'ensemble de la communauté éducative autour de notre projet de restauration. Alors, quelques petites particularités un petit peu innovantes qui nous caractérisent. Par exemple, la conversion quotidienne en euros des poids correspondant au gaspillage alimentaire. Ce qui nous a amené à mettre en place le concept des récrés gourmandes hebdomadaires pour donner du sens à l'application des élèves sur le thème du gaspillage alimentaire. En fait, c'est quoi? Chaque jour, donc, nous faisons une conversion des poids du gaspillage en euros, et en le faisant de façon quotidienne, donc on mesure l'évolution du gaspillage, et se rendant compte que celui-ci diminue, il nous a paru cohérent de redistribuer une partie de l'argent qui ne va plus à la poubelle sous forme de buffets conviviaux thématiques avec des thèmes responsables. Par exemple, en ce moment, c'est le thème, c'est que des produits 100% bio, équitables et anti-gaspi. D'autres particularités, avant de rentrer dans le vif du sujet, le service de restauration fabrique ses propres huiles essentielles avec des plantes soit issues de l'exploitation lorsqu'il y a une surproduction, par exemple de la sauge, de la lavande, du romarin. Également avec les pots d'orange servis au petit déjeuner. Tous les matins, c'est 5 à 8 kilos d'oranges qui sont pressées. Donc du coup, on fait une petite distillation et on utilise cette huile essentielle à des fins odorantes. L'exploitation, voilà. Une autre particularité aussi, depuis quelques années, nous réalisons des audits et des enquêtes de satisfaction. Pour moi, c'est un exercice très important. Pourquoi? Déjà pour bien connaître son public, donc pour avoir une idée sur la perception des élèves sur des enjeux sociétaux tels que le gaspillage alimentaire, les produits bio, le commerce équitable, les produits locaux. Voilà, et également pour recueillir leurs suggestions, savoir bien entendu s'ils sont satisfaits des plats proposés, leur montrer qu'on est à leur écoute. C'est très important, je pense. Et j'imagine qu'en matière de formation, puisque vous êtes en lycée horticole, donc vocation agricole, c'est essentiel aussi pour eux, parce que ce sont les agriculteurs ou les horticulteurs de demain qui vont, ou les maraîchers. Voilà, tout à fait, oui. C'est essentiel, ça a un sens, et c'est pour ça qu'il a été facile, en fait, de travailler avec des professeurs, je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure, sur des sujets qui vont les concerner plus tard, et nous qui sommes vraiment dans la vraie vie active, nous pouvons leur donner des conseils, les préparer, et il y a un échange, les élèves adhèrent, et donc une émulsion qui se fait, pour reprendre un terme de cuisine, la mayonnaise prend. Je continue un petit peu sur les particularités. Nous cuisinons aussi aux algues bio depuis quelques années. Nous achetons, on va dire 5 à 6 fois par an des animaux entiers du type bovin ou ovin. Voilà, on les achète entiers. Pourquoi? Pour éviter le gaspillage alimentaire, pour faciliter la production des agriculteurs. Donc vous avez quand même, parce qu'on parle souvent en effet du coût de ces repas ou de ces aliments donc bio, voire même de proximité. Vous, c'est vrai que vous n'êtes pas confronté à cette problématique puisque vous les cultivez sur place, donc vous avez la quantité qui vous convient, vous avez la proximité et il n'y a pas le même coût que l'on peut retrouver pour d'autres cantines. Je crois que si. Je crois que si, parce qu'en fait, au niveau de notre exploitation, donc c'est que nous n'avons que des légumes, donc tout ce qui est viande et encore les légumes, on les achète au même titre qu'une autre cantine ou un particulier en fait. Donc non, sur ce point-là, nous sommes sur de l'équité. D'accord. Mais je vous donnerai quelques clés que nous avons eues pour maîtriser le budget. Mais il nous reste 3 minutes, Monsieur Moulinier. Il vous reste 3 minutes. 3 minutes. Oui. 3 minutes. Parce qu'il y a des questions aussi.
D'accord, d'accord. Je vais vite rentrer quand même dans le vif du sujet par rapport à l'environnement. Donc, la suppression du plastique a été décrétée en 2018. Tout a été progressif. Le film alimentaire, nous avons réussi à le remplacer peu à peu en fabriquant, par exemple, des wraps à partir des ruches que nous avons à l'exploitation. La suppression du plastique des bouteilles. Donc, nous sommes associés avec une entreprise de synthèse qui fabrique des bouteilles compostables, List Packaging, et nous avons établi un partenariat avec le conseil régional pour que chaque nouvel élève soit doté d'une gourde compostable qui lui durera 2 à 3 années. Nous avons un projet d'acquisition de stations de compostage. Un point très important, donc 49,5% des produits d'entretien des locaux, parce que je m'occupe de ça également, sont écolabels. Une chose sur laquelle je ne peux pas vous parler, c'est le calcul quotidien de l'impact carbone des menus et aussi une information affichée au self tous les jours sur l'impact sociétal, environnemental et nutritionnel des plats de résistance. Ça, c'est en place depuis le mois de septembre. Et puis voilà, donc beaucoup de recettes et de menus anti-gaspi et une intensification des produits bio en vrac. Sur le thème de la santé. Très rapidement, vraiment, Monsieur Molinier, très rapidement. D'accord. Sur le thème de la santé, donc on fait appel souvent à des nutritionnistes pour faire des journées d'éducation alimentaire, notamment sur la composition des petits déjeuners. Voilà, on fait appel à beaucoup de partenaires extérieurs. Et si on veut en savoir plus, il suffit de taper la cantine de Chady, on vous trouve facilement, il y a aussi les contacts, donc c'est bon, si on veut avoir plus de précision. Alors, je ne sais pas, je me tourne du côté de Delphine Maurice, est-ce qu'il y a des questions, Delphine, sachant qu'en effet, le temps nous presse aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'interventions et beaucoup de questions, ce qui est fort bien, mais le temps nous est compté. Dites-nous, Delphine. Oui, il y a des questions. Par contre, je me posais la question si on passait à commenter les sondages plutôt que passer aux questions, en fait. Alors, on peut commenter les sondages si on a déjà les réponses terminées. Voilà, parce qu'il y a des personnes il y a un intervenant qui doit partir, donc si on pouvait peut-être montrer les sondages. Alors, j'imagine, ils vont s'afficher et ces sondages donc, vont être commentés par Madame Guillemot, Madame de Rodimpe et Monsieur Debove. Dites-moi. Alors, oui, ça serait l'idée. Peut-être tout de suite Monsieur Christophe Debove, parce que vous avez un agenda aussi un peu contraint. Vous êtes chargé de mission santé du SGAR, donc le secrétariat général des affaires régionales auprès du préfet de région. Si vous êtes parmi nous, Monsieur Debove, est-ce qu'on peut afficher vous pouvez couper votre fenêtre, Monsieur Molinier, enlever votre présentation. Voilà, si c'est possible. On vous remercie, mais vous pouvez rester avec nous parce qu'en effet, on vous pose la question de savoir comment vous trouvez le temps de faire tout ça. Vous nous le direz peut-être dans quelques instants. Christophe Debove, vous êtes parmi nous, merci. Est-ce qu'on peut afficher les résultats du sondage? Est-ce que techniquement, c'est possible? Alors, je n'ai pas de nouvelles. Donc, Monsieur Debove, vous souhaitez prendre la parole? Je vous attends aussi avec vous. Est-ce qu'on peut avoir les résultats des sondages? On est en train de les chercher, je pense, non? Techniquement. Est-ce qu'on a, ou en tout cas, il n'y avait pas énormément d'informations? Vous pouvez peut-être nous les transmettre verbalement si vous les avez sous les yeux pour la personne qui peut les avoir sous les yeux. Ou si ce n'est pas possible, vous nous le dites et puis on va enchaîner sur les questions à ce moment-là. On vous entend. Oui, alors je vais la lire si vous voulez, Isabelle. Oui. Donc il y avait une question. Alors je vais peut-être commencer par l'alimentation parce que je sais que Monsieur Debove va partir et que Marie-Laure Guillemot pourra certainement commenter. Donc la question c'était sur les actions alimentation qui ne sont pas prévues donc dans le PNSE 4. Et donc on demandait donc aux participants s'ils pensaient qu'il fallait poursuivre ces actions-là. Dans le cadre régional, dans le cadre du PRSE. Et donc 91% des participants ont répondu très favorable et 8% plutôt favorable. Donc on est à 99% des gens qui sont quand même favorables à poursuivre ce type d'action. Voilà. Christophe Debove. Alors c'est pas l'unanimité, mais pas loin pour que nous continuions. Mais pas loin, oui.
dans le cadre du PRSE sur ce sujet-là. Donc, l'intention était aussi de s'appuyer un peu plus sur la DRAF et le travail qu'il faisait dans le cadre du programme national pour l'alimentation sur ce sujet. Mais on pourra se coordonner et on va voir avec les services du ministère de l'Agriculture pour qu'il en reste une partie dans le PRSE. En tout cas, on proposera aux 3 pilotes. Hein, je pense que ça serait très cohérent au regard de vos attentes qui sont transmises donc, au DGARS, à la région et à Madame la préfète pour qu'on puisse voir et construire ensemble ce PRSE 4 avec certainement cette composante maintenue. Voilà ce que je peux dire, mais c'est vrai que c'est un sujet qui nous touche tous et l'entretien de cet après-midi, les exposés de cet après-midi étaient très intéressants et très vivants. Et je ne vais pas en rajouter parce que je dois participer à une autre réunion tout de suite et je m'en excuse, mais je vous remercie en tout cas tous pour cette animation, ce travail et ces 5 journées ou ces 5 webinaires et pour la qualité des intervenants de cet après-midi encore une nouvelle fois. À bientôt, au revoir. Merci à vous, Christophe Debove. Donc, je rappelle que vous êtes le chargé de mission santé du SGAR auprès du préfet de région. Pour ce qui concerne les résultats, les résultats sur l'eau, c'est avec vous, Marie-Laure Guillemot ou Chantal Renaud, qu'on peut avoir éventuellement une réaction. Je vous les rappelle rapidement. 75% des gens sont très favorables à la poursuite des actions menées sur l'eau et 21% plutôt favorables. Donc, on est à 96% de gens qui sont vraiment favorables à la poursuite. Voilà. Et ça paraît quand même logique, puisque des actions ont quand même été menées, ont débuté. Ça serait bien de pouvoir les poursuivre. Et lorsqu'on parle de territorialisation, c'est peut-être tout à fait l'opportunité de cela. C'est vous qui répondez, Marie-Laure Guillemot ? Oui, si vous voulez. Alors, c'est vrai que c'est des résultats intéressants hein, et qui, je pense, sur lesquels on essaiera de rebondir lors de l'élaboration du PRS 4. Et d'autant plus peut-être par rapport aux éléments qui ont bien été indiqués sur les PGSSE par Xavier Gossens, c'est qu'ils vont devenir obligatoires, mais il y a encore une durée importante pendant laquelle ils ne le sont pas. Et je pense que la dynamique qui a été mise en place par le PRS 3, si elle peut se poursuivre au travers d'un PRS 4, effectivement, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, voir que la communauté d'acteurs partage ce point de vue, c'est un élément qui fait plaisir, c'est bien. Merci. On va arriver aux conclusions parce qu'en effet, le temps presse et on a encore 6-7 petites minutes. Nous allons entendre pour cette première conclusion le docteur Daniel Abold, qui est le directeur de la santé publique et environnementale de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Je vous informe quand même, mesdames et messieurs, qu'un questionnaire de satisfaction va être mis en ligne dès lundi sur le site PRSE Nouvelle-Aquitaine, ainsi que les replays et les supports de présentation qui ont été présentés tout au long de cette semaine. Concernant ce questionnaire de satisfaction, c'est un formulaire donc, qui vous permettra également peut-être d'être force de proposition si vous souhaitez, si vous avez des suggestions pour avoir de nouveaux échanges, débats, soit en présentiel, soit à travers le web, pour qu'on puisse continuer, poursuivre tous ces travaux réalisés dans le cadre du PRSE. Et là, le PNSE 4 commence à se dessiner, ce sera peut-être l'occasion. On écoute tout de suite le docteur Daniel Abold. La session consacrée à l'eau et à l'alimentation saine et durable vient de se terminer. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les enjeux sur le thème de l'eau et de l'alimentation ? Alors les enjeux sur l'eau et l'alimentation, c'est le troisième objectif qui a été identifié par la communauté d'acteurs dans le PRSE. Ils ont bien eu raison, d'abord parce que l'eau c'est probablement l'alimentation, l'aliment le plus indispensable à l'être humain, qu'il soit riche ou pauvre, et aussi parce que on sait désormais que les activités humaines pâtissent finalement ou peuvent pâtir à la qualité de cette ressource rare, que ce soit par l'industrie, soit par l'ensemble des actions et des activités humaines, et je pense notamment à l'agriculture. Et on rentre dans un cycle où désormais, au-delà d'une agriculture et des alimentations saines et durables qui fait le lien avec l'eau, les circuits courts ont toute leur importance pour allier eau et alimentation.
La semaine du PRSE arrive à son terme. Nous avons vu que les actions de ce plan avancent de façon satisfaisante. Et des actions probantes ont pu être partagées avec la communauté d'acteurs. Vous allez préparer le prochain PRSE en 2022. Pourquoi ce plan est important? Alors, dans tous les domaines, la planification, elle a un premier intérêt, c'est de faire fonctionner ensemble tous les acteurs, que ce soit les acteurs de l'État, de la région, des collectivités locales, des associations, des industries. Et de planifier ces éléments, ça nous permet d'avoir 3 outils fondamentaux que peuvent être les études d'impact en santé, que peuvent être par exemple les PGSSE, on vient d'avoir la session préalable, et surtout les modalités de financement de ces actions qu'on veut mettre en œuvre, et donc de planifier en se donnant des objectifs sur un PRSE à montrer jusqu'à présent qu'on arrivait à atteindre nos objectifs, un petit peu contraints parfois par des calendriers et par des nécessités d'avancer, sinon tout le monde prend un peu de retard. Donc la planification a toute son utilité dans tous les domaines. Quels sont selon vous les enjeux et défis à relever pour le futur PRSE 4? Les enjeux sont multiples, j'en citerai peut-être 3. Le premier, c'est avoir une approche populationnelle. On sait que les 1400 premiers jours d'une vie, c'est-à-dire le préconceptionnel et les 3 ans qui suivent, sont fondamentaux pour préserver un environnement favorable à la santé. Donc la santé environnementale physique a sa place dans cette période. Ça me semble être quelque chose de très important pour démarrer, c'est structurant. Le second, et c'est pas nouveau, mais c'est continuer à préserver la qualité de l'air et de l'eau, à la fois par tout ce qu'on a vu préalablement pendant cette semaine, mais aussi parce que nos comportements tendent à changer actuellement, et que je crois que cette conscience écologique de préserver l'eau et une qualité de l'air pour éviter des maladies chroniques va être fondamentale dans notre façon de penser. Et pour faire le lien avec cet élément-là, le 3e axe qui me semble nécessaire, c'est que la santé publique et la santé environnementale ne sont pas que le fait de la santé. Chacun doit avoir un bagage de savoir au niveau de la santé environnementale, et le besoin de formation, aussi bien des politiques, des techniciens qui vont être amenés à avoir des impacts en santé par les actions qu'ils vont mener, mais aussi des professionnels de santé, et nous avons beaucoup accentué là-dessus sur le plan national dans le PNSE 4, vont bénéficier de formations que les générations de médecins antérieures comme moi n'ont pas pu avoir, donc d'avoir des formations courtes, adaptées, pour bien percevoir ce qu'est la santé environnementale dans un cadre de préservation de l'environnement dans lequel on vit, pour éviter les impacts sur la santé des personnes. En tout cas, je souhaite vous remercier tous vivement de l'implication au quotidien, et pour ceux qui ont pu participer à cette semaine sur la santé-environnement en Nouvelle-Aquitaine, vous encourager à continuer. Évidemment, je regrette beaucoup de ne pas avoir pu être parmi vous. Je tenterai de l'être l'an prochain, et en tout cas, il y a un certain nombre de sujets sur le PRSE 4 qui vont être de nature à alimenter un contenu en 2022. Merci à vous. Au revoir. On ne vous entend pas. Oui, pardonnez-moi, le micro était coupé. Je remerciais donc le docteur Abold de l'ARS, et je disais que le 3e copilote de ce programme régional de santé, c'était la région Nouvelle-Aquitaine, le conseiller régional. Vous êtes docteur Françoise Janson, la vice-présidente en charge de la santé à la Silver Economy, et c'est vous qui avez le dernier mot pour ces sessions. Bonjour à vous. Bonjour, et merci beaucoup de patienter jusqu'à ce moment et de me donner la parole à la fin de cette série de webinaires. Alors, qui sont un grand succès, puisque je crois que ce sont 410 participants qui ont
différents qui ont travaillé au cours de cette semaine dans ces 5 webinaires vraiment très variés en termes de sujets, de thématiques abordées et d'intervenants. Alors, bien sûr, rappeler que toute l'importance de la santé-environnement pour la région, qui, au travers de ses missions, qu'elles soient sur les transports, sur l'économie, sur l'agriculture, a une très forte implication sur ces questions d'environnement, d'écologie, de lutte contre le réchauffement climatique et, bien entendu, de santé-environnement, avec une très forte orientation sur la question d'une seule santé qui, finalement, a été abordée très souvent au cours de ces derniers jours. Effectivement, la thématique de ce jour nous concerne tout particulièrement et très importante pour nos régions puisqu'on est responsable des lycées. La question de l'eau et de l'alimentation est centrale pour les jeunes comme pour tous. Et puis surtout, dire que on va démarrer un PRSE 4, que nous, au Conseil régional, nous souhaitons être très ambitieux sur ce PRSE 4 à la suite du PNSE 4 et que quand je vois l'implication, le nombre de personnes qui participent, l'implication de l'ensemble des associations, que ce soit des particuliers, des experts, d'ailleurs que beaucoup de gens nous envient, vous savez que certainement que beaucoup de gens envient ce dynamisme que vous représentez en Nouvelle-Aquitaine et on est tous très fiers, les 3 copilotes et tous ceux qui participent à l'organisation de cette forte implication et vraiment je souhaite que la préparation de ce PRSE 4 soit encore un pas en avant dans une volonté commune d'être plus ambitieux sur ces questions de santé-environnement. Et puis enfin je voudrais terminer en vous remerciant Madame, et en remerciant l'ensemble des personnes qui ont préparé d'arrache-pied. Je sais que ça a été un très gros travail, ces séminaires, en remerciant tous les acteurs qui ont participé, qui ont présenté leurs projets, en remerciant toute la communauté d'acteurs qui travaillent jour le jour sur ces problématiques qui ne sont pas si simples et qui méritent d'être de plus en plus appropriées parce que finalement c'est de la vie quotidienne de tous les habitants de Nouvelle-Aquitaine qu'il s'agit et d'une vie quotidienne pleine de santé et d'espoir pour l'avenir. Merci à tous et puis à très vite pour la suite de nos travaux. Merci Madame la Vice-présidente Françoise Janson. Et puis en effet, je vous rappelle donc, que c'était le dernier webinaire, la dernière session de cette semaine consacrée au plan régional santé-environnement, que vous allez retrouver tous les replays et toutes les présentations de nos intervenants sur le site PRSE Nouvelle-Aquitaine. Et tout cela sera mis en ligne dès la semaine prochaine, ainsi que le questionnaire auquel on vous demande vivement de répondre, parce que vous pouvez être force de proposition et nous suggérer de nouvelles idées pour continuer à avancer, échanger, dialoguer autour de cette thématique. Et puis il y a eu donc les 2 sondages aussi qui seront en ligne. Vous aurez là aussi tous les liens, tous les contacts que vous souhaitez pour qu'on puisse répondre à l'ensemble des questions auxquelles on s'excuse aujourd'hui. Nous n'avons pas pu répondre faute de temps, mais il y avait beaucoup d'interventions. Merci à vous tous, merci aux intervenants, merci à vous les auditeurs qui avaient été présents tout au long de cette semaine. Et puis on vous dit sans doute à une prochaine fois. Bonne fin de journée et bon week-end à tous. Au revoir.